la chaire. Alors, il est dans le cadre de cette chaire, il y a 3 grandes activités. Il y a une activité évidemment d'enseignement pour stimuler l'intérêt des étudiants pour le commerce. Il y a une activité de transfert. Nous avons beaucoup d'événements de transfert, notamment tous les premiers mercredis. Hier, c'était le deuxième à cause du fait que ce soit groupé avec le colloque Étienne Thiel et le colloque de l'Obsoco. Mais c'était normalement le premier mercredi. Tous les premiers mercredis, nous traitons un thème en profondeur en faisant dialoguer un universitaire, un chercheur avec une grande entreprise et une start-up. Hier, c'était comment peut-on comprendre le commerce de demain à partir de l'histoire. C'était une relecture historique avec le professeur Jean-Claude Demas. Nous sommes, je crois, au 25e thème. Donc ça, et puis il y a plein d'autres événements de transfert. Et puis nous avons évidemment des travaux de recherche. Il y a un certain nombre de contrats doctoraux, il y a des publications, les 2 derniers ouvrages, dont le dernier Distribution 4.0, vous connaissez sans doute, et puis pas mal d'articles et autres. Et dans ce cadre-là, transfert, enseignement, recherche, il nous a semblé essentiel de contribuer autant que faire se pouvait au travail des jeunes docteurs et des jeunes chercheurs de la transmission de la relève. Et c'est pour ça que depuis quelques années, et nous allons continuer à le faire si vous le souhaitez, la chaire mécène le prix de la meilleure thèse en distribution. Donc sans plus tarder, nous allons appeler, alors c'est par ordre alphabétique, les trois candidats qui ont été retenus pour pitcher, par ordre alphabétique, donc le docteur Tiffaine Chotard, le docteur Abdelkader El Ejraoui et le docteur Jonathan Sylvain Roten, qui vont présenter en 3 minutes leur travail doctoral. Ça semble court pour présenter un travail doctoral, mais enfin bon, maintenant c'est là. Oui, absolument. Et ensuite, suite au jury qui a sélectionné un ordre, nous remettrons les prix. La parole est au jeune docteur. Alors bonjour à tous, je vais vous présenter ma recherche doctorale qui s'intitule « Histoire d'une révolution culturelle de la distribution, de l'omnicanal à l'omnicommerce, une analyse du changement et de sa mise en récit ». Alors de quoi ça parle ? Bien évidemment de distribution, de digital, des consommateurs et de leur parcours d'achat, mais surtout des distributeurs. En effet, les consommateurs et leurs comportements évoluent. Eh bien, les organisations et leurs pratiques internes se transforment elles aussi et méritent qu'on s'y intéresse. Donc, dans cette recherche, pour une fois, les protagonistes sont plutôt les distributeurs. Alors, l'histoire que l'on raconte dans cette thèse, c'est celle des enseignes historiques, Carrefour, Decathlon, La Redoute, etc., qui se retrouvent face à un environnement en mutation depuis un certain temps déjà, avec l'essor du digital, des technologies digitales et la complexification des parcours d'achat sur les différents canaux. Et donc, pour y répondre, ces distributeurs, multi- ou cross-canal, cherchent à tendre vers un idéal de commerce omnicanal offrant des parcours et des expériences intégrées, fluides et sans couture. Et donc, ce qui a légitimé cette recherche, c'est le constat que pour y parvenir, la difficulté n'est pas tant l'évolution technologique, même si cette phase de digitalisation et de modernisation informatique et logistique est indispensable. Le plus délicat, le plus complexe, c'est la phase de mutation culturelle. En effet, comment voulez-vous devenir omnicanal quand les équipes sont encore cloisonnées, pensées en silo, ou les collaborateurs animés sur des objectifs par canal ? Donc l'enjeu majeur, c'est bien cette question de culture d'entreprise, des modes de fonctionnement et de pensée, ou encore la révision de business models historiques construits sur des canaux historiques également, comme souvent le magasin. Alors pour comprendre ce phénomène, nous avons réalisé une étude de cas multiples auprès de 5 enseignes majeures afin de comprendre davantage ce que recouvre la dimension culturelle du changement vers l'omnicanal. Et donc, pour accéder à cette part d'intangible, nous avons mobilisé la méthodologie du storytelling pour analyser les discours organisationnels qui circulent dans les organisations sur cette transformation, et donc notamment au travers du discours des managers et de la documentation interne. Cette recherche a généré plusieurs contributions. Déjà des contributions théoriques sur la caractérisation de cette mutation culturelle, donc ce qu'elle recouvre, et sur le rôle de la mise en récit du changement dans sa facilitation.
méthodologiques sur la manière dont les récits peuvent révéler le fonctionnement des organisations. Et enfin, des contributions pratiques. Concrètement, comment appréhender la mutation culturelle, comment la mettre en œuvre et surtout comment élaborer une mise en récit qui permette de faciliter cette transformation. Et je terminerai du coup sur un petit éclairage par rapport au titre de la thèse et notamment au choix du terme omnicommerce plutôt que celui d'omnicanal. C'est parce que finalement, cette mutation, cette transformation culturelle est loin de n'être qu'une question de canaux, justement. Elle touche davantage à la manière dont, fondamentalement, on fait du commerce et dont on mobilise toute l'organisation autour d'une révolution dite culturelle profonde. Je vous remercie. Merci Tiffaine pour cette présentation qui respecte le timing. Maintenant, je vais appeler Abdelkader El Ejraoui pour nous faire également sa présentation en 3 minutes. Je vous remercie. Merci, professeur Diallo. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter une recherche qui s'intéresse bien évidemment à des consommateurs et qui plus est à des consommateurs, les grands oubliés de la recherche en marketing. En effet, notre recherche s'intéresse aux consommateurs à compétences réduites en littératie. Quelques mots pour définir la littératie. La littératie est définie comme une capacité à s'engager dans des textes, comprendre, utiliser, évaluer pour participer dans la société et atteindre des buts. Je dirais que c'est plutôt une acception scientifique, mais pour vulgariser, il s'agit des consommateurs en situation d'illettrisme. Donc la présentation est elle est en 3 points. Dans un premier temps, je vous présenterai les enjeux, la conception et les principaux résultats. En ce qui concerne les enjeux sur le plan personnel, je dirais que c'est une thèse qui est autobiographique dans la mesure où, dans mon environnement proche familial, j'ai pu approcher notamment mon papa, qui pendant 80 ans a fait ses courses, poussait son caddie et qui savait ni lire et écrire. Et justement, c'est ce qui m'a motivé à comprendre justement comment il arrivait à effectuer ces processus de décision. Également sur le plan professionnel, parce que j'ai à mon actif plus de 6 années en tant que manager opérationnel donc dans le groupe Carrefour. Et moi-même, lorsque je déambulais dans les rayons, j'ai pu constater des anomalies, notamment des anomalies sur le plan marketing. Effectivement, donc le marketing ne couvre pas ce champ de consommateurs en termes de processus de décision, notamment toutes les théories du traitement de l'information. Pourquoi ? Parce qu'il existe un présupposé, on considère que la littératie est acquise pour ce groupe de consommateurs. Enfin, cette thèse est vraiment ancrée dans un champ de recherche de RSE, c'est-à-dire il s'agit de comprendre une meilleure compréhension des clientèles vulnérables, une prise en compte des consommateurs, mais vraiment dans leur épaisseur sociale. Je dirais que c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'intéresse aux consommateurs, c'est monsieur tout le monde, il est beau, il est riche, etc. Mais là, c'est vraiment une recherche qui plonge vraiment dans le monde vécu de ce groupe de consommateurs. Et effectivement, notamment une recherche sur le plan RSE, c'est-à-dire une recherche à visée réduction d'obstacles, comment on peut développer des environnements inclusifs. Enfin, sur le plan opérationnel, l'objectif est d'ouvrir un cadre de discussion avec les parties prenantes, justement, sur la thématique de cette recherche. Aussi, je dirais que cette recherche a une visée purement opérationnelle, c'est-à-dire l'objectif à terme, modestement, pourquoi pas, si vraiment des distributeurs sont intéressés, ou les professionnels, les PGC, pardon, une chaire, donc distribution, RSE et clientèle vulnérable. Sur le plan méthodologique, je dirais qu'il s'agit d'une recherche qualitative, vraiment une recherche dite phénoménologique, avec un but de comprendre le monde vécu de ce groupe de consommateurs. Et également donc, un échantillon de 23 consommateurs et vraiment une immersion, vraiment une recherche de type ethnographique. Au niveau des résultats, eh bien, tout simplement, l'objectif premier est déjà de conscientiser cette problématique de recherche, notamment avec une sensibilisation des pouvoirs publics, notamment de la DGCCRF, sur une problématique, notamment sur les rappels de produits. J'ai pu constater, et vous constatez, c'est les petites fiches qu'on retrouve soit dans les rayons ou au niveau de l'accueil des magasins. Aucune enseigne
C'est-à-dire que chaque enseigne a sa propre fiche, il n'existe aucun document matérialisé, je dirais uniformisé, pardon. Et alors aujourd'hui, il existe toute une littérature sur le warning design, et je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire pour couvrir l'ensemble de ces consommateurs. Également, sur le plan opérationnel, il me paraît opportun de nommer un directeur de clientèle vulnérable au niveau des enseignes, justement en lien avec les catégories managers, parce qu'aujourd'hui, avec les outils de géomarketing, notamment avec une collègue de Rennes, le professeur Dalivit, au niveau du géomarketing, je dirais qu'aujourd'hui, les enseignes, elles peuvent savoir quelle est la catégorie sociale et professionnelle de ces clients. Enfin, mettre en place un programme destiné au CCRL de façon à faciliter les choix de produits. Également et surtout mettre en place des programmes de rédaction pédagogique visant à faciliter la lecture des matériaux textuels, choix des images, photos, police de caractère. Et je terminerai également un accompagnement, je dirais, dans une démarche de co-construction pour travailler avec les PGC et les distributeurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci également pour cette présentation. Je vais appeler maintenant Jonathan Sylvain Roten, qui va nous présenter aussi sa thèse. Chers collègues, mesdames et messieurs, rentrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi parler de partage d'écran ? Imaginez-vous face à un écran en train de faire du shopping avec une autre personne. Tout de suite, des sensations plus ou moins agréables venant de vos expériences passées, des expériences chaleureuses, efficaces, ennuyantes ou même traumatisantes vous envahissent. Alors avec un vendeur, partager un écran, intéressant ou absurde ? Mais aujourd'hui, dans un contexte... Ah oui, Ok. Mais aujourd'hui, dans un contexte omnicanal, les vendeurs ont-ils vraiment le choix ? Face à des clients impliqués et ont déjà fait un parcours préalable en ligne, comment peuvent-ils répondre à des oppositions comme « j'ai déjà vu une offre plus intéressante sur Internet » ? N'est-il pas plus simple qu'ils répondent « venez, madame, monsieur, nous allons aller ensemble sur l'écran ». Intrigué par cette question, j'ai été observer comment les vendeurs utilisaient leurs écrans dans les magasins. Et les résultats n'ont pas été très encourageants. Nous avons vu des vendeurs la tête dans leur écran, connectés en ligne, mais déconnectés de leurs clients. Ouais. Comment ? C'est juste celui-là ? Ok, très bien. On a été un peu trop à l'avant. Mais déconnectés de leurs clients. Donc j'ai compris qu'il existait une vraie problématique. Et j'ai voulu comprendre comment un vendeur pouvait avoir une expérience agréable et satisfaisante pour le client en partageant un écran avec lui. Donc mon objectif a été de comprendre, d'identifier les motivations et les freins des clients à partager un écran avec un vendeur et de comprendre ses mécanismes. Afin de répondre à ces questions, mon cadre théorique ne s'est pas limité seulement aux théories motivationnelles et à la littérature sur le shopping en commun en magasin. Nous avons aussi mis en œuvre la littérature sur le partage et sur l'interdépendance, ainsi que les recherches sur les études collaboratives en face d'un ordinateur et aussi les interactions homme-machine. Du fait que le partage d'écran c'est un concept qui est complexe, nous avons utilisé une méthodologie tout d'abord qualitative, puis nous avons identifié qu'il existait des dimensions qui sont non dites, des dimensions latentes dans le partage d'écran. C'est la raison pour laquelle, dans notre étude quantitative, nous avons utilisé une approche semi-projective. Imaginez-vous maintenant en face d'un vendeur, en face d'un même écran. Quelles sont vos attentes en tant que client ? Un gain d'efficacité ou au contraire une crainte de perte de temps ? Un moyen de développer des relations sociales plus riches et intéressantes ou au contraire
une entrave à une vraie communication? Un gain de contrôle grâce à la transparence de l'écran? Ou au contraire, une perte de contrôle due au fait que le vendeur peut vous amener sur des terrains qui sont seulement favorables à l'enseigne? Dès lors, imaginez une équipe de consultants Figito qui vous propose une expérience transparente et sans couture. En tant que client, vous pouvez choisir des modes de partage qui conviennent à vos besoins et à vos envies. Une assistance rapide et efficace grâce aux données riches sur le net et à l'expertise du vendeur, ou un mode de partenariat où il y a une coproduction, où vous allez aussi avoir un empowerment personnel dans le processus. Un troisième mode étant juste un accompagnement respectant vos besoins d'autonomie. Mais sur le terrain, comment faire cela? Est-ce possible? Développer les compétences digitales des vendeurs n'est plus une option aujourd'hui. Néanmoins, s'il est nécessaire de développer les compétences techniques et numériques des vendeurs, cela n'est pas suffisant. Il faut aussi développer les compétences relationnelles des vendeurs liées à cette nouvelle méthode à double connexion simultanée. Donc, cessons de parler uniquement technologie, applications et outils. La clé du succès dans cette nouvelle relation digitale entre vendeurs et clients reste l'investissement dans l'humain. Je vous remercie pour votre attention. Merci, je vous laisse vous asseoir. Merci bien pour cette présentation également. Assez rapidement sur les critères. Donc là, on a 3 projets en fait. Ce sont des thèses qui ont fait l'objet d'une soutenance. Il y a eu en fait un jury. Donc il y a eu un premier filtre en fait qui a été utilisé, qui est ce filtre-là. Et par la suite, on a reçu 9 soumissions. Il y a 9 projets qui ont été soumis. Sur ces 9-là, donc il y a 3 en fait qui sont arrivés finalistes. Alors comment on en est arrivé là? On a mis en place un jury en fait ad hoc. Chaque projet a été évalué par 4 collègues expérimentés, donc qui ont l'expérience en fait des travaux académiques de manière globale. Et sur la base en fait des évaluations, donc il y avait 3 critères. Premier critère, c'est l'originalité et la pertinence dans le contexte du commerce, de la distrie. Deuxième critère, c'est la qualité scientifique en fait du projet. On a parlé un peu des aspects méthodologiques. Donc ces éléments-là, on les a évalués également. Et enfin, la qualité des implications managériales. Parce que nous sommes en sciences de gestion, c'est important que nos travaux scientifiques puissent avoir en fait un impact sur le fonctionnement des entreprises. Et de manière plus globale, sur le fonctionnement de la société. Parce qu'on voit qu'en fait, dans les présentations, parfois on parle d'implications pratiques, on parle en fait de collectivité publique. C'est important qu'on puisse en fait apporter des solutions, proposer des recommandations en fait à l'ensemble de ces acteurs-là. Et sur la base de ces trois critères, donc nous sommes arrivés en fait aux 3 meilleures thèses en fait en distrie en France. Et à présent, je vais laisser la parole à Olivier pour la remise des prix. Merci, Monsieur le Président. Alors, donc le prix dont je vais mettre là. Donc, le prix de thèse 2019, il y a 3 prix de thèse en fait, le TIL de bronze, d'argent et d'or, donc avec le concours de la chaire Leclerc Bearing Point. Donc tout d'abord, on va commencer par le TIL de bronze, donc c'est le 3e prix, et il est remis, et nous le félicitons au docteur Abdelkader El Ejraoui. Félicitations. Bravo, bravo. Ensuite, c'est le TIL d'argent, donc c'est le 2e prix, et il est remis, le jury a décidé de le remettre au docteur Jonathan Rotten. Et donc, nous n'avons pas besoin d'un modèle heuristique pour imaginer que le prix de thèse, donc le TIL d'or 2019, la meilleure thèse de l'année de recherche en distribution et en commerce, est remise au docteur Tiffaine Chotard.
nous demandons à la directrice de recherche de venir sur la scène. Absolument. Et alors, donc, la gagnante a non seulement ce magnifique objet qui va trôner sur son bureau pour le reste de sa carrière, mais également une enveloppe. Une enveloppe vide. Voilà. Pas du tout vide. Hein. Je vous laisse avec félicitations au directeur de recherche, à la directrice de recherche. Voilà, bah écoutez, ainsi clôt le prix de la remise.